Bonjour à tous. Alors, il y a un gros problème quand on veut s'intéresser à l'investissement immobilier, c'est quelle source d'information je vais utiliser. Jusqu'à maintenant, alors on pouvait avoir envie de se tourner vers des livres, c'est d'ailleurs très souvent ce que je recommande, mais le problème c'est que on avait parfois des gros pavés assez indigestes, il faut le reconnaître, parce qu'ils s'adressaient surtout à des spécialistes, je pense notamment en matière de fiscalité. Donc, quand on débute, c'est pas spécialement ce qu'on recommande. Ou alors, on pouvait aller du côté d'Internet avec tous les aléas que ça représente, parce que le pire côtoie le meilleur, et c'est malheureusement tout le problème. Ce vide, il est maintenant comblé avec ce livre qui est sorti il y a seulement quelques semaines, ce manuel de survie dans la jungle immobilière, qui a été écrit par Stéphane Descartier. Alors, Stéphane Descartier, on le connaît un peu, puisque c'est un chroniqueur de BFM sur BFM Business. Il participe aussi à des débats. Lui-même, c'est un investisseur aguerri et de longue date. Il enseigne également la fiscalité. C'est quelqu'un dont la parole compte. Et Stéphane Descartier, page 14 de son livre, il dit une chose qui, moi, m'a tout de suite intéressé. Je ne suis pas ici pour vendre du rêve. Alors Stéphane, dans son ouvrage, il décrypte vraiment en détail tout ce qu'il faut savoir, comme l'indique son titre, manuel de survie dans la jungle immobilière, et il le fait sans détour, il dit ce qu'il pense d'un certain nombre de dispositifs, il les démonte simplement. C'est très pédagogique cet ouvrage. Par exemple, à un moment donné, il va nous parler de la société civile immobilière en disant que dans certains cas, même souvent, c'est pas très utile. On peut faire sans. Voilà. Donc, il y a un discours ici que j'aime beaucoup. Stéphane, c'est mon invité. On va passer une quarantaine de minutes ensemble à parler de son livre. Certes, à travers son livre, on va finalement expliquer, décrypter, décrire un certain nombre de mécanismes relatifs à l'investissement immobilier. C'est surtout tout ce qui va nous intéresser. Allez, j'arrête de parler. Stéphane Descartier, épisode 123 de Passion Immo, c'est parti. Stéphane, bonjour. Bonjour Eric. On va échanger sur ce livre qui vient de sortir, le manuel de survie dans la jungle immobilière. Alors, moi, c'est un livre que j'ai adoré. Voilà, il faut que je le dise. Puis quand je fais des compliments en général, c'est que je les pense vraiment, parce que sinon je n'en fais pas. Et là, j'en fais. J'arrête pas d'en faire. Parce que on est sur un livre qui, malgré que vous disiez que cet ouvrage n'a pas la prétention de faire de vous un expert, quand même, on a par moments des digressions, des approfondissements qui, je trouve, feront de vous, en tout cas du lecteur, quelqu'un d'assez attentionné sur la chose immobilière et qui permet déjà de mettre en place des réflexions, je trouve assez poussées quand même. Donc c'est pas juste de la pure initiation, on va au-delà. Alors moi, il y a tout de suite quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est page 14. Je ne vous vendrai pas du rêve. Voilà. Oui. Alors moi, c'est une phrase que j'aime énormément parce que on est à une époque où les réseaux sociaux nous ont habitués quand même à ce que des parasites, moi je les appelle comme ça en tout cas, ils viennent nous vendre des choses un petit peu abracadabrantes, ou alors ils racontent un petit peu n'importe quoi. Donc quelqu'un qui annonce ça et qui en plus le corrobore dans le texte du livre, moi ça me va très bien. Alors pourquoi vous avez mis cette phrase « Je ne vous vendrai pas du rêve ». Vous aussi, vous êtes un peu sensible à cette idée-là ? Oui, parce que on peut se construire un patrimoine immobilier, effectivement, c'est vrai. Ce livre, c'est un petit peu pour prendre le contre-pied aussi des faiseurs de miracles. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de dire la vérité, tout simplement. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress.
Il faut s'impliquer personnellement beaucoup plus que ne le laisse entendre quand même pas mal de pseudo-formateurs ou pseudo-experts. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la charge mentale. Ce que j'essaye aussi de faire surtout, c'est de simplifier, parce qu'on est quand même dans un pays où les règles sont pour peu dire parfois absconses et surtout extrêmement changeantes. Donc on n'a pas de stabilité ni sur le plan réglementaire ni sur le plan fiscal. Donc il y a encore un petit chemin et j'ai voulu essayer de simplifier quand même des choses qui sont assez ardues. Et je trouvais que sur la littérature immobilière, il y avait des livres techniques qui étaient bien faits, mais qui sont difficiles d'accès. J'essayais parfois d'orienter mes élèves sur ce type de bouquin. C'est assez chiant à lire pour être c'est fait précis. Pour des experts. C'est fait pour des experts qui veulent vraiment aller sur du pointu, quoi. Mais oui. Oui, c'est des avocats qui répondent à des experts comptables sur des choses ultra techniques, etc. Donc c'est pas passionnant à lire, c'est difficile d'accès. Ouais. Donc mon projet, c'était de faire quelque chose de pas trop long aussi. C'est pour ça que je dépasse à peine 200 pages, mais où il y a en gros l'essentiel est expliqué le plus simplement possible. Et en disant la vérité aussi, par rapport à toutes les galères qu'on peut avoir, à l'implication qu'il faut mettre dans les projets, au temps et à l'énergie que ça nécessite, et à l'implication personnelle. Il faut mettre les mains dans le moteur. Il y a pas d'autre solution. On peut pas tout déléguer. Quand j'entends parler de revenus passifs concernant l'immobilier, j'allais y venir. À chaque fois, vous m'avez ôté les mots de la bouche. J'allais y arriver. Voilà, à chaque fois je bondis parce que c'est tout sauf passif. C'est tout sauf passif. Alors, vous avez dit un truc, vous voyez, moi qui ai ce regard extérieur, parce que j'ai lu le livre, donc sincèrement, quelqu'un qui veut faire de l'investissement et qui se dit, tiens, il me faut des armes, des clés, une grille d'analyse minimum, mais puis un petit peu au-dessus quand même, pour comprendre l'investissement que je vais faire, et puis avoir moi-même des éléments d'analyse pour pas déléguer complètement à autrui mes décisions trop techniques. Le livre est rempli complètement son objectif. Ça là-dessus, moi je le recommande complètement. Merci. Alors, merci. On va revenu passif. C'est vrai qu'on entend, on entend à foison cette expression que l'immobilier c'est un revenu passif. Alors, vous en pensez quoi? C'est un revenu passif ou c'est une connerie monumentale d'appeler ça un revenu passif? Je sais pas si vous avez vu, Eric, on a même parfois revenu passif et automatisé. Là, c'est automatique en plus, ça tombe tout seul dans le pays merveilleux, etc. Non, c'est ni passif ni automatisé. Les solutions qui sont quand même aujourd'hui, qui présentent quand même le plus de rentabilité, le moins de fiscalité, notamment la location meublée. Je parle même pas du saisonnier, ou alors là, c'est carrément une activité où il faut effectivement gros boulot, un gros boulot. Et si on passe par une conciergerie, ça bouffe l'essentiel de la marge. Donc voilà, il faut s'en occuper soi-même, les entrées, les sorties, le comptage des petites cuillères, le ménage, le linge, etc. Donc mais même sans parler du saisonnier, sur le meublé classique, c'est du boulot. Si on est dans des zones détendues où on n'a pas forcément des locataires aussi facilement. Parfois on en trouve mais ils sont pas assurables, donc il faut prendre ses risques, mais il faut rencontrer les gens. Voilà, c'est du boulot, c'est du souci, c'est pas du tout passif. Alors à moins de faire du nu et encore, mais le nu, on le sait, faut être maso pour faire de la location nue aujourd'hui, entre la fiscalité, les contraintes et la réglementation, etc. C'est quand même extrêmement compliqué d'avoir des rendements corrects sur le nu. Donc le meublé notamment, c'est quand même du boulot, c'est de l'énergie. Il faut s'en occuper en grande partie soi-même. Donc voilà. Et de toute façon, là où on a du rendement, là où on peut vraiment obtenir du rendement pour faire face aussi à des taux d'intérêt à 3,5, 4%, c'est des secteurs pas ultra tendus, c'est des secteurs un peu populaires, donc ce sont des secteurs qui sont intéressants à travailler, mais qui demandent une application personnelle, qui demandent
d'avoir en charge une partie du boulot, même si on a un gestionnaire. Parfois, il faut reprendre la main au gestionnaire qui, lui, a l'obligation de suivre toutes les règles, parfois les plus absurdes les unes que les autres. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui sont connues de ceux qui pratiquent l'investissement immobilier, qu'il faut tout simplement mettre en avant, ne pas les cacher, parce que de toute façon, les investisseurs s'en rendent compte. Ils s'en rendront compte tôt ou tard, oui, tout à fait. Donc voilà, quand on s'attend au pire, faut s'attendre au pire, comme ça on n'est jamais déçu. Ouais, donc non, il faut avoir. Ouais. Et vous voyez, moi j'observe depuis quelques années des personnes qui sont allées un petit peu par facilité sur de l'investissement, notamment saisonnier ou du meublé courte durée, etc., et qui s'en mordent les doigts, qui reviennent en arrière après, qui disent j'ai tenté le coup, je me suis rendu compte que finalement c'est pas pour moi, c'est plus de travail que j'imaginais. Oui, tout à fait, plus de travail. Et effectivement, si on fait pas la grosse partie du boulot soi-même, ça bouffe la marge, quoi. Les conciergeries, 25-30% des locations, plus Airbnb, etc., ou la plateforme. Donc effectivement, c'est parfois la location à l'année en meublé est souvent plus intéressante, et parfois en tout cas plus intéressante que le Airbnb. Et là, on a quand même beaucoup moins à s'en occuper. Et puis le Airbnb, on le sait. Les secteurs évoluent. Il y a des secteurs où c'était permis, où c'était pas, où c'était toléré. Prenez Lyon, c'était tout à fait toléré. Il y a globalement la règle tacite, c'était que chacun avait droit à peu près à un Airbnb, etc. Bon, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est zéro. Marseille, que je connais bien aussi comme marché pendant longtemps, il y avait aucun contrôle, alors que c'est interdit, mais il y avait aucun contrôle, aucune sanction. Il commence à y avoir des sanctions. Ne parlons pas de Paris où il y a des brigades pour surveiller effectivement les Airbnb, les voisins qui dénoncent dans l'immeuble que le voisin du troisième fait du Airbnb, il y a du bruit tous les soirs, etc. Donc la réglementation aussi change. Vous avez vu notamment autour d'Euro Disney des secteurs qui avaient avec des investisseurs qui avaient énormément investi en Airbnb, ils ont changé les réglementations, ils ont interdit les locations Airbnb, les gens, c'est terminé. Donc c'est instable. Et je pense, alors sous votre contrôle, évidemment, j'ai le sentiment quand même que ça, c'est un mouvement durable. Quelque part, c'est un peu un âge d'or qui s'est achevé et qu'on risque pas de retourner vers une situation où tout serait permis. J'ai pas ce sentiment, en tout cas. Non, absolument pas, absolument pas. D'autant qu'on assiste vraiment à l'explosion de l'offre locative, qui se réduit comme peau de chagrin. On a une tension locative qui n'a jamais été aussi forte. Le neuf est quasiment à l'arrêt pour les investisseurs. Paris a perdu la moitié en 40 ans, Paris a perdu la moitié de son parc locatif privé. On est passé de 600 000 à 350 000. Donc les villes ne veulent plus du Airbnb parce que c'est vrai que ça détourne des logements du parc locatif traditionnel. Mais c'est indéniable à un moment donné. Donc voilà, le sens de l'histoire, c'est que ce sera de plus en plus dur pour le Airbnb. Alors il y a peut-être quelques villes comme Nice qui sont des villes un petit peu intermédiaires où ça pourrait être différent, mais le sens de l'histoire, c'est ça. Tant qu'on n'aura pas réglé, c'est pas demain la veille, la tension locative extrême qu'on a dans les grandes métropoles, le Airbnb sera à la peine. Pareil, sur le plan réglementaire, ça va être encore plus difficile. C'est une certitude. Alors, on va avancer sur un autre sujet, parce qu'évidemment, vous en traitez beaucoup dans le livre. Tout au début, vous questionnez sur est-ce qu'il vaut mieux acheter comme premier investissement sa résidence principale ou éventuellement aller directement plutôt sur l'investissement locatif. Alors, vous dites évidemment qu'en règle générale, la résidence principale, ça va être souvent le premier investissement, mais vous dites sauf exception. Alors, ce serait quoi ces exceptions qui feraient qu'après tout, on se détournerait peut-être de la résidence principale comme premier investissement? Notamment pour les jeunes cadres qui veulent rester mobiles, c'est souvent effectivement assez légitime quand on a fait des études supérieures, on commence ses premiers jobs, donc on veut rester mobile, on veut pouvoir saisir une opportunité à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Donc là, oui, en même temps, on a des revenus qui sont corrects, on a parfois peu de charges parce qu'on est célibataire, etc. On veut investir dans l'immobilier, mais si on n'est pas sûr de rester au moins 4-5 ans
sur un secteur, effectivement, acheter sa résidence principale, c'est pas forcément opportun, parce qu'on n'aura même pas le temps d'absorber les frais de mutation. Acheter pour 2-3 ans, ça n'a pas de sens. Donc effectivement, pour un jeune cadre qui va vouloir rester mobile, là, commencer par le locatif plutôt que sa résidence principale, ça peut être intéressant. Voilà, on commence à capitaliser. De toute façon, si on veut partir à la retraite avec un patrimoine immobilier intéressant, il faut démarrer le plus tôt possible les investissements pour pouvoir en amortir tout de suite une partie. Mais sinon, si on a une stabilité à peu près au moins pour 4-5 ans, d'acheter sa résidence principale, c'est quand même le réflexe de base et c'est un bon réflexe parce que de toute façon, on a une charge logement. Voilà, si on paye des loyers, si l'équivalent loyer remboursement est pas très loin, il vaut mieux rembourser un prêt plutôt que de payer des loyers à fond perdu, c'est évident. Et même dans des villes chères, même à Lyon, louer un T2 ou acheter un T2, c'est à peu près, dans un quartier moyen, immeuble moyen, c'est à peu près la même charge de remboursement. Ah oui, sur Lyon, clairement. Ouais. De l'autre, donc voilà, c'est quand même, si on est sûr à peu près d'être calé pour les 4-5 ans à venir, acheter sa résidence principale, remplacer sa charge logement par l'amortissement d'un crédit et d'un capital, c'est quand même toujours à conseiller, c'est sûr. Alors, toujours un petit peu sur cette même thématique, un petit peu plus loin dans le livre, vous parlez de l'effet de levier. Oui. Alors, moi, j'aimerais que vous nous décriviez ce fameux effet de levier en immobilier, parce que pareil, parfois on l'a sorti d'une pensée un peu magique, comme si c'était un truc qui permettait de pas payer grand-chose. Hein. On entend aussi des caricatures. C'est quoi l'effet de levier pour un investisseur immobilier ? C'est surtout de pouvoir effectivement placer de l'argent qu'on n'a pas. Et notamment pour certains profils dont je fais partie qui ont du mal à mettre de l'argent de côté, à épargner. L'avantage de l'effet de levier du crédit, c'est que vous placez l'argent de votre banquier en fait, et vous assurez le remboursement vous-même ou vos locataires. Voilà, aucune banque ne vous prête pour investir dans le Bitcoin ou pour investir en bourse. Hein, ça n'existe pas parce que simplement en face il n'y a pas de garantie. Alors qu'en immobilier, il y a la garantie du bien, de votre situation bien sûr, mais il y a la garantie du bien, donc ça permet de tout simplement de placer de l'argent qu'on n'a pas, et en locatif d'avoir tout partie de ce remboursement de crédit qui est assuré par les loyers. Mais bien sûr, il faut travailler la fiscalité, hein, parce que parfois on confond loyer brut et loyer net, et donc c'est pas du tout quand la case impôt passe par là, donc ça bien entendu ça s'anticipe aussi, mais voilà, l'effet de levier du crédit, c'est quand même cette opportunité. Maintenant, reste que les banques ne vont pas considérer votre charge d'endettement de façon hyper large, hein, puisque notamment avec les normes du HCSF depuis quelques années, on est limité à 35% d'endettement, donc voilà, ça aujourd'hui, ça s'impose à tous les investisseurs, à toutes les banques. Sauf dérogation, éventuellement. Ouais. On a des exemples de dossiers quand même où il y a des dérogations. Oui, tout à fait. Mais c'est pas n'importe quel dossier non plus. C'est des dossiers qui offrent tellement de garanties que la banque prend pas de risque, et là, elle se permet d'aller au-delà de ce taux d'endettement. Ouais. Et les banques ont une petite marge de manœuvre, mais en plus, elles l'utilisent pas toujours. Non, elles ne l'utilisent pas. Vous avez raison. Elles l'utilisent pas. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, enfin, les banques se sont refait la cerise, entre guillemets, si vous me passez l'expression, parce qu'elles ont, les taux ont quand même pas mal augmenté. Les banques ont reconstitué leur marge, donc ça se réassouplit un petit peu à nouveau. Il y a aussi le fait de passer par des sociétés. Certaines banques considèrent qu'en SCI notamment, vous n'êtes pas tout à fait un particulier, donc les règles de 35% peuvent être un petit peu assouplies aussi. Donc il y a quelques astuces, mais enfin, voilà, là aussi, quand je vois certains faiseurs de miracles qui vous disent, mais oui, vous pouvez acheter 30 appartements en 2 ans avec ma méthode miracle et infaillible, non, ça ne marche pas. Si vous êtes un cadre, etc., et que vous pouvez pas acheter 30 appartements, quoi, c'est pas possible. Stéphane, j'ai lu mieux, hein. La semaine dernière, j'ai lu sur LinkedIn un gars qui disait: en acheter 30 ou en acheter un seul en même temps, c'est du pareil au même. L'effort est pas plus grand. Donc autant en acheter 30 d'un coup. Voilà. Alors, voilà, allons-y. Bien sûr. On entend tout, hein. On lit tout. Alors,
vous abordez quand même assez largement la question fiscale et c'est logique. Vous dites à un moment donné, je crois pas avoir mal noté la phrase, mais il me semble que vous dites qu'entre une location nue et une location meublée, le rendement net peut varier du simple au triple, en gros, hein, pour donner à peu près. Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence de rendement qui est assez énorme entre deux modes de location? Oui, parce que effectivement, par exemple, quelqu'un qui achète cash un appartement et qui le loue en nu, il va faire effectivement 4% brut, moins les impôts, moins ses charges classiques, taxes foncières, il va tomber à 2,5-3. Ensuite, les impôts arrivent, TMI, donc une tranche marginale de 30 plus prélèvements sociaux, il y en a la moitié qui partent en impôts. Alors pour les tranches supérieures, c'est encore pire. Donc vous vous retrouvez effectivement avec un rendement d'à peine 1%. Et si vous êtes à l'IFI, vous pouvez même être en rendement négatif. Complètement, donc, tout à fait. Voilà. Ah donc, oui. Alors. Ah oui, oui. Non, mais Stéphane, j'aime bien là ce que vous dites parce que c'est un peu remettre l'église au milieu du village là quand vous dites ça, parce qu'on est loin des rendements que nous affichent certains à 10-12%, etc. Non, la réalité, elle est celle que vous décrivez aujourd'hui. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. Et alors que effectivement, le même appartement payé financé à 100% et loué en meublé au réel avec les amortissements qui annulent la fiscalité globalement sur 15-18 ans. Vous partez d'un 5. Alors vous avez quand même vos taxes foncières, vos charges, frais de gestion éventuels, mais vous tenez quand même facilement un 4. Donc 1% d'un côté, 4 de l'autre. Et 4% avec en plus la prise de valeur du bien. Puisque ça, c'est aussi la différence fondamentale avec d'autres types de placements, c'est que l'immobilier, donc il a son rendement, ce qui vous génère en loyer net de fiscalité, et le capital prend l'inflation. C'est contrairement à une assurance vie qui va faire du 2,5, l'assurance vie fait du 2,5, dont l'inflation. Alors que l'immobilier va servir par exemple du 4%, dans ce cas-là 4% net, plus la valeur du bien, qui va prendre l'inflation. Chaque année, qui va prendre 2 ou 3%. Alors beaucoup plus les bonnes années. Les bonnes années, mais globalement, il n'y a pas de décennie en France où l'immobilier n'ait pas pris l'inflation. Même la pire décennie, 91-2001, l'immobilier prend l'inflation sur sa pire décennie. Donc voilà, donc c'est le même bien mal financé et loué en nu. Vous allez faire des rendements de à peine 1%, et le même bien loué en meublé bien financé, vous faites du 4 net, voire un petit peu plus. Donc, il y a pas photo, mais c'est malheureusement aussi la raison pour laquelle plus personne ne veut faire du nu. Complètement. C'est pas tellement que les gens veuillent absolument faire du meublé, acheter des meubles, monter des meubles le week-end, etc. C'est surtout que plus personne ne veut faire du nu. C'est ça. La réalité, c'est celle-ci. Alors justement, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur un point. On a vu qu'en 2024, on a eu la loi Le Meur qui a quand même mis une petite halte sur l'attractivité du meublé en réduisant le micro-BIC. On a vu qu'on a rajouté également, quand on revend du meublé, la réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value immobilière. Donc c'est des petits signaux là qui sont assez intéressants. Est-ce qu'à votre avis, je sais que c'est difficile de se projeter, mais est-ce que, à votre avis, le législateur va être tenté dans les années qui viennent d'aller encore au-delà et de réduire encore l'attractivité fiscale du meublé? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ok. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement, parce que alors ici, pour l'instant, on s'y prend pas de la meilleure des façons. C'est-à-dire que plutôt que d'améliorer le sort du nu, on dégrade celui du meublé. Donc est-ce que ça va pas faire partir tout le monde à la fin? C'est peut-être se poser la question. On espère tous voir arriver notamment le statut du bailleur privé, qui remettrait un petit peu quand même, qui rééquilibrerait quand même les choses plus en faveur du nu. Mais c'est mal parti, avec les circonstances politiques là, mal engagées l'histoire. Non, mais ça c'est l'instabilité. Bref, mais alors. Oui, la réintégration des amortissements pour le meublé, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est moins pire que ce
à quoi on pouvait s'attendre aussi, surtout qu'il y a quand même une subtilité qui est importante et qui est pas bien comprise. Je sais qu'Éric, vous avez dû la comprendre, mais là on parle entre spécialistes, mais je pense que le grand public n'a quand même pas bien compris le fait que notamment ne sont pas concernés les amortissements qui sont en réserve et qui peuvent être très nombreux. La réserve de déficit en BIC, elle peut être très très importante, surtout les premières années, parce on va passer tous ces intérêts d'emprunt, on va passer ces frais d'acquisition, notamment éventuellement, puis tous ces frais habituels. Donc, ce qui fait que les premières années, on a des déficits qui sont importants, donc on ne mord pas ou très peu finalement dans les amortissements immobiliers. On amortit aussi ses meubles, etc. machin. Donc on crée des réserves qui sont importantes. Donc et cette réserve n'est pas considérée, pas reprise dans la reprise justement des amortissements. Donc moi j'ai fait des simulations notamment à 10 ans. C'est pas si méchant que ça. Cette augmentation de la plus-value. Et puis après, au bout de 12 ans, 15 ans, on a les décotes quand même. Oui, mais c'est ça, oui, tout à fait. Donc, on n'a rien enlevé à l'abattement pour durée de détention qui continue de s'appliquer. Et je suis d'accord que quand on fait moi aussi, je me suis amusé à faire des simulations. Oui, je dis pas que le problème est à regarder à la légère, mais disons que l'impact, il est moins important que vous pouvez l'imaginer à une lecture simplement inattentive de la disposition. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et puis ensuite, si on garde 20 ans, 25 ans, après on est sur des niveaux de plus-value qui sont faibles. À 25 ans, on est à peine à 6 et quelques pourcents de taxes. Donc bon, voilà, c'est pas bien méchant, c'est même tout à fait. Plus rien. Donc voilà, donc c'est pas le meublé a été légèrement touché, mais absolument pas coulé. Ça reste de toute façon beaucoup plus intéressant malgré ces nouvelles contraintes que le nu. Il y a pas, c'est pas ça qui va faire basculer les investisseurs sur le nu. Ça, j'y crois pas du tout. Et puis on a envie de dire que celui qui est dans une stratégie patrimoniale de détention à long terme, voire de transmission, il s'en fiche complètement de cet impact. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, il y a encore un de plus, mais comme j'ai beaucoup apprécié de choses dans votre livre, c'est tout le passage qui concerne les SCI et puis après les holdings. La SCI, on sent bien que, alors moi je le résume des fois d'un peu d'une phrase, si t'as pas ta SCI à 50 ans, en gros t'es has-been ou t'as raté ta vie, quoi. En gros, il y a un petit peu ce côté-là. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que vous mettez beaucoup l'accent sur les inconvénients des sociétés civiles immobilières. Et je trouve qu'il est toujours utile de le rappeler parce que on a envie de dire qu'il y a toujours des bonnes âmes autour de soi qui ont envie de nous vendre des SCI parce que derrière, ils vont nous refiler de la prestation, etc., du conseil, de la rédaction de statuts, et donc ils vont évidemment y gagner des honoraires. Bon, alors finalement, la SCI, on peut s'en passer ou pas? Oui, enfin, la SCI, c'est il y a une mode de la SCI, il y a une mode de la SCI. Après, il y a eu la mode de la SCI à l'IS, donc bon, la mode se démode, et moi je vois effectivement très souvent des gens qui m'ont des SCI, ils ne savent pas pourquoi. Ils m'ont des SCI parce que mon comptable m'a dit que c'était mieux, parce que le beau-frère effectivement du dimanche, c'est le truc, j'ai monté ma SCI comme si c'était effectivement une fin en soi. Donc il y a beaucoup de SCI qui sont montés pour rien. Moi ça je le vois tous les jours, toutes les semaines en tout cas. Donc la SCI à l'IR, ça sert à transmettre, ça c'est quand même le principal avantage, puisqu'on a, comme on est en société, on peut déduire la dette pour calculer la valeur. Donc ça, c'est quand même le gros avantage de la SCI, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. On peut transmettre des parts ou la nue propriété des parts sur des bases faibles, puisqu'on va déduire la dette, comme pour toute société, actif moins passif, pour déterminer la valeur. Donc ça, effectivement, pour transmettre, c'est très bien. Pour monter à plusieurs sur un bien qu'on ne pourrait pas acheter tout seul, bien entendu, également, c'est mieux que l'indivision, parce qu'on peut prévoir des choses dans les statuts, etc. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes, c'est de la paperasse, c'est des frais, il faut tenir les AG. Dès qu'on déménage, ça coûte 800 balles de se faire réinscrire dans la nouvelle adresse et compagnie. Et puis surtout, la SCI à l'IR, on peut pas faire de meublé. Donc là, le nombre d'investisseurs que j'ai rencontrés qui touchaient un peu d'argent, qui vendaient la boîte, ils faisaient la SCI avec les enfants, ils achetaient des studios et après ils disaient oui mais non on peut pas faire de meublé, etc. Ou alors faut basculer à l'IS
Et là, l'IS, c'est super. Là, pour le coup, l'IS, on a des avantages fiscaux puisque Oui. comme on meublé, on amortit. Par contre, la SCI Sauf à quand on l'IS, revend, quoi. quand on revend, c'est massacre à la tronçonneuse. Et c'est là, pour le coup, et là, contrairement aux plus-values du particulier, plus on attend, plus on est taxé. Ah ouais, tout à fait. Donc, et il n'y a pas de décote. Donc Non. là, on peut se retrouver. Enfin, la SCI à l'IS, c'est une bombe fiscale à retardement. Donc, si on a un problème un jour, si on doit vendre le bien, on redonne 2 fois, 3 fois ce qu'on a économisé en impôts. Donc c'est extrêmement piégeux. Hein, ça aussi, moi j'ai rencontré beaucoup même pas tellement des investisseurs qui étaient coincés dans des SCI LIS, c'est plutôt les enfants des investisseurs qui se rendaient compte que ils allaient redonner plus de la moitié de la vente du bien en impôts société d'une part, puis en flat tax ensuite, pour avant que ça arrive dans leur poche de particuliers. Voilà, comme je dis souvent à mes clients, la SCI LIS c'est parfait si vous n'avez pas d'enfant. Oui. Si c'est un arrière petit neveu qui va hériter, à la limite c'est pas le souci, mais voilà, c'est si vous venez. C'est bien si on n'a pas d'enfants ou si on n'aime pas ses enfants. Si on veut les déshériter au profit de l'État, parce que c'est un peu ça. Une SCI. Une SCI à l'IS. Ça c'est pas mal. Donc voilà. C'est-à-dire que la réflexion sur une éventuelle création de SCI au moment de l'acquisition d'un bien immobilier, elle peut avoir une vertu. C'est d'obliger cet investisseur à se poser des questions sur le long terme, sur le devenir de son bien, et puis finalement de faire un peu un effort de réflexion stratégique, qu'est-ce que je vais faire ou pas. Parce que si on fait l'abstraction totale de ça à la création de la SCI, là c'est une catastrophe, effectivement. Oui, bien sûr. On fait de très mauvais choix. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est aussi toutes les réflexions du monde qu'on peut avoir avant les investissements pourront être perturbées par les évolutions, notamment aussi après. Oui. Et puis perturbées par la vie, tout simplement. On peut jamais prévoir. Ça, là-dessus, faut être humble. Parfois sur la SCI LIS, certains disent il suffit de pas vendre. Oui, bien sûr, il suffit de pas vendre. Et quand on a besoin d'argent, voilà, la vie de l'investisseur n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, si j'avais conservé tous les biens dont on s'est dit avec mon épouse qu'on ne vendrait pas, qu'on ne vendrait jamais, je serais aujourd'hui multi-millionnaire en dizaines de millions d'euros. Mais non, la vie, c'est comme ça. On peut changer de région. Voilà, moi j'avais pas mal investi sur Marseille. Quand on est parti de Marseille, on a vendu parce qu'on peut pas gérer à distance. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment raisonner local. Il faut agir localement. Et puis les évolutions réglementaires. Moi j'avais eu l'occasion d'acheter quelques chambres de bonne à Paris, notamment je les ai mises dans une SCI LIS pour pouvoir louer en meublé. Mais la réglementation a changé avec le plafonnement des loyers, notamment. Ma rentabilité a été divisée par 2. Donc globalement, je faisais du 6%, et je me suis retrouvé à 3%. Bon, moi je fais pas d'immobilier pour faire du 3%, donc j'ai vendu ces biens. Alors j'avais pas du tout l'intention de les vendre. Mais à un moment donné, le changement de réglementation a fait que mon bon investissement devenait un mauvais investissement. Donc j'ai vendu. Et donc, mais je me suis fait ouvrir le ventre par la plus-value à l'IS, puisque mais j'ai bien retenu la leçon. Mais ce que vous décrivez là, c'est le pragmatisme de la vie, de l'environnement réglementaire, etc. Et on a beau être le plus prévoyant du monde, on ne pourra jamais anticiper ça. C'est impossible. Non, mais effectivement. Mais ça, voilà, par rapport à la SCI LIS, faut avoir une certitude, c'est de ne jamais revendre. Même de l'hypothèse de la revente pourrait arriver, il faut pas aller à l'IS, parce que sinon, effectivement, on le paye très très cher à la sortie, et souvent plus que ce qu'on a réellement gagné en impôts pendant la période. Donc là, on peut y aller, mais il faut être conscient des risques.
Alors, vu qu'on est dans la SCI, on va dire quelques mots sur la holding, qui, Ouais, elle, a encore vendu comme une sorte de solution ouais, miracle. ouais, Alors, je suis tombé sur un article du Monde il y a quelques jours où on décrivait le fait que la famille Dassault était passée sur une holding animatrice ouais, pour, je, ouais, je suppose, faire des économies futures ouais. au moment de la transmission Hum, 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 de la société. Bon. hum. Oui, mais est-ce que tout le monde a les mêmes intérêts que la famille Dassault pour créer de la holding dans sa stratégie Hum. patrimoniale? Est-ce que c'est toujours utile, là encore, une holding? Non, mais là, alors là, Là encore moins, hein. on nage en plein délire parce Ouais. qu'effectivement, moi, j'ai croisé effectivement parfois des clients qui me demandaient des consultations suite à des montages qui avaient été faits. Et là, je vois des holdings avec des SCI dessous qui ont chacune un appartement ou deux dans des villes moyennes des appartements à 50 000 euros. Ah Donc, oui, non, mais c'est dingue, ça, hein. vous Ouais. avez trois appartements à 150 000 euros, à 50 000 euros. Donc, vous avez 150 000 euros de patrimoine et vous avez trois SCI à l'IS avec une holding. Mais, enfin, c'est consternant. Mhm. Les frais de comptabilité, la holding, le commissaire aux comptes, enfin, alors oui, effectivement, la holding, c'est très bien parce que, comme on le sait, quand on remonte des résultats, on n'a quasiment pas d'imposition. Enfin, c'est à 0,75, je sais plus combien exactement, mais quasiment pas d'imposition. Donc effectivement, on peut faire sauter l'IS à 15 ou 25, mais ça ne règle aucun problème, ni pour se payer, ni pour récupérer un jour le cash de ces biens si on a à les vendre. C'est toujours exactement le même problème. Donc ça ne règle ni le problème de se rémunérer, Ah non, ça le règle ni pas le du tout, problème celui-là. Ouais, de réaliser le capital et que ça aille ouais, dans sa poche de ouais. particulier. Ça ne règle aucun problème. On paye encore moins d'impôts, mais non, mais enfin, là aussi, une holding avec des SCI dessous filles, pour 10 millions, pour 20 millions d'euros, pourquoi pas. Mais moi, Oui, sans problème, même, hein. 9 montages sur 10 que je vois avec ce type de holding, etc., et c'est surdimensionné. Ouais. Les frais, la paperasse, etc., c'est surdimensionné. Donc, pour monter une foncière, oui, mais pour acheter 5 appartements, non, non. Il y a beaucoup plus simple. On peut faire beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux. Donc, Ouais, mais voilà, c'est souvent on pourrait faire l'éloge de la simplicité et bien que sûr. quand quelqu'un vous vend sur un montage, toujours se poser la question, à mon avis, est-ce que je ne pourrais pas faire la même chose, mais En plus avec simple. sans Ouais. montage à la limite, déjà Oui, se oui, oui, poser tout à à fait. minima la question, hein, Ouais, ouais, effectivement. ouais, tout à fait, tout à Bien. fait. Alors, à travers ces quelques exemples, on voit bien que vous faites, voilà, vous essayez, je trouve que c'est en cela que le livre est très réussi, c'est que vous démontez des mécaniques et vous mettez en garde, etc. Donc ça, manuel de survie dans la jungle immobilière, ah, c'est une Hmm. évidence. Là, on Oui. va survivre avec vos conseils, clairement. Alors, moi, j'aimerais qu'on termine sur à la fin, vous rappelez des principes que vous avez dit élémentaires et Hmm. intemporels. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez quelques petits principes élémentaires et intemporels à distiller à ceux qui nous écoutent pour leurs futurs investissements? Oui, c'est enfin vraiment un réflexe de base aussi. Je l'ai évoqué rapidement là, mais on va peut-être un peu mieux le creuser, mais qui paraît évident, mais qui l'est pas forcément toujours. C'est de raisonner local pour ces investissements locatifs. Il faut vraiment investir près de chez soi, sur un marché qu'on connaît, où on connaît les prix, où on sait les avantages et les contraintes de tel quartier, et dans une ville, parfois d'une rue à l'autre, ce sont des marchés différents. Donc il faut acheter sur un marché qu'on connaît. Déjà, pour bien acheter, il faut connaître les prix. Euh, et puis, il faut travailler un secteur le plus petit possible, parce que pour faire les bons coups, il faut être sur tous les coups. Il faut voir tout ce qui passe. Donc, il faut être actif, il faut être opportuniste. Et quand on voit tous les coups, quand on en voit un bon, on a conscience qu'il est bon. Donc, on peut le saisir. Mais comment un Parisien peut investir à Strasbourg? Comment un Marseillais peut investir à Lyon? Ça n'a aucun sens. On connaît pas les prix, on connaît pas les marchés, on connaît pas la rue, on connaît pas effectivement les subtilités que peuvent avoir tel ou tel marché, au-delà des prix, ce qui se loue moins bien, etc. Et puis tout simplement pour pouvoir
en partie prendre la main, même si on a un gestionnaire, pouvoir s'occuper soi-même de passer sur un chantier pour voir si les artisans ont le même niveau d'exigence que soi-même, pour pouvoir donner un coup de main des fois aussi si on est un petit peu bricoleur parce qu'un locataire arrive et puis c'est pas tout à fait fini ou faut remettre une applique ou que sais-je. Enfin voilà, pour le quotidien, c'est quand même beaucoup plus simple de raisonner local. Pour bien acheter, c'est quand même beaucoup plus simple de raisonner local. Donc voilà, donc vraiment de raisonner local pour toutes ces raisons-là, pour des raisons de bon sens et ne pas céder. Moi, je suis toujours pantois quand je vois notamment tous les ans certains journaux ou magazines ou sites internet qui nous sortent les meilleures villes pour investir. Ah ouais, non mais moi pareil, bon, ça me... Voilà, alors bon, ouais. meilleures villes pour investir, oui, ok. Alors bon, alors des fois ça va être Annecy, ça va être Grenoble, ça va être ceci, cela. Mais si c'est à l'autre bout de la France, ça nous fait une belle jambe, parce que, enfin, voilà, c'est pas l'immobilier, le locatif, c'est pas 100 euros ou 200 euros qu'on met sur un livret. Encore une fois, faut s'en occuper aussi. Donc, à moins d'une heure de voiture, globalement, voilà, ça fonctionne. Donc, alors, bien sûr, si on est là où on est le plus pénalisé, entre guillemets, c'est si on vit à Paris, ou globalement dans les villes qui plafonnent les loyers. Donc, parce que le plafonnement des loyers, ça vous mange quand même une grosse partie de la marge. Mais même le Parisien, il peut aller en deuxième couronne. Oui, et le Lyonnais, il peut aller en première couronne. À Lyon, il y a que Lyon et Villeurbanne qui sont concernés. Le Lyonnais peut aller dans l'ouest lyonnais, il aura il peut aller de à meilleurs Bourg-en-Bresse, il peut rendements, aller à etc. Mâcon, etc., Voilà. qui est pas si loin, et qui Mais est à bien sûr. Villefranche, vers Villefranche, Oui, bien sûr, etc., bien sûr. qui sont Bien sûr. intéressants. À une heure de voiture, c'est jouable. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de secteur où à une heure de voiture vous n'ayez pas un secteur qui sont intéressant à travailler, avec une bonne pression locative, et puis vous pouvez assurer vous-même une partie du boulot, vous substituer à votre gestionnaire quand il arrive des trucs un peu compliqués où vous devez reprendre la main. Bon, voilà, ça c'est du bon sens, mais parfois le bon sens ça s'oublie, ou encore une fois on en revient à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que vous avez des vendeurs de miracles qui vont vous dire qu'il faut absolument acheter au Havre parce que ça va monter. Oui, ça va monter. Ça va monter, ouais, bon, d'accord. Ouais. Enfin, pour tout le reste, voilà, pour le quotidien, pour bien acheter, pour bien gérer, voilà. Chez soi, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un intemporel, quel que soit le marché, quelles que soient les conditions, les taux d'intérêt, c'est le raisonnement local, voilà. Et puis bien sûr, l'autre raisonnement qui doit absolument être présent dans la tête de chaque investisseur avant d'investir, c'est la fiscalité. Quel va être le traitement fiscal des loyers qu'on va encaisser? Parce que la France, on le sait, on est champion dans pas mal de catégories. On est champion, en tout cas, du prélèvement sur les loyers. Il n'y a pas de pays qui impose plus les loyers que la France. Tranche marginale, plus prélèvements sociaux, plus IFI, plus taxes foncières, qui ont pris 30% en 10 ans. Donc là, on est champion toute catégorie, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour des éponges fiscales à loyer. Il faut les connaître, il faut les appliquer, mais ça s'anticipe parce que suivant le type de montage qu'on va entrevoir, ça va nous donner des types de biens différents. Pour aller prospecter avec parfois beaucoup de travaux ou des petites surfaces pour pouvoir louer en meublé, etc. Donc il faut anticiper la fiscalité. Ça, c'est vraiment très important parce que si on y pense après avoir fait l'opération, bien souvent c'est trop tard. Donc voilà, raisonner local et anticiper la fiscalité. Avec ces deux réflexes de base, on est pas mal. Et ben voilà de très très bons conseils. Je rappelle ce livre, le manuel de survie dans la jungle immobilière, Stéphane Descartier, les éditions du Rocher. Faut se ruer là-dessus. Bon, de toute manière, il sera réédité, je pense. Voilà, mais il faut vraiment y aller. Ouais. Parce que la discussion qu'on a eue n'est évidemment qu'une petite partie de tout ce qui est contenu dans ce livre et qui est vraiment d'une très très grande richesse. Voilà. Merci beaucoup, Eric. C'est très sympa. Stéphane. Merci beaucoup pour votre invitation et voilà pour vos mots, pour mon ouvrage. C'est très sympa. Merci. À très bientôt, Stéphane. À bientôt, Eric. Au revoir. Cet épisode avec Stéphane Descartier est terminé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère aussi que vous avez
eu envie de lire son livre. Vraiment, je vous invite à le faire. Hein. Mais bon, je crois que j'ai été assez élogieux sur l'ouvrage de Stéphane pour que vous vous précipitiez pour également le lire. Voilà, donc cet épisode est terminé. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux si vous voulez poursuivre la discussion, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, c'est à peu près, j'en oublie peut-être. Donc là, il est possible de me contacter hein, si vous le souhaitez. Certains parfois me posent des questions complémentaires, réagissent, etc. Il est possible de réagir aussi dans les commentaires de l'épisode. Et je vous rappelle que tous les jeudis soirs à 20h30, environ 45 minutes, 1 heure à peu près, on décrypte l'actualité immobilière. Parfois, j'ai un invité avec qui, ensemble, nous discutons de ces questions-là. J'ai un certain nombre d'invités qui vont venir prochainement. Donc, ce live, il est accessible sur YouTube, sur Twitch et sur LinkedIn. Peut-être que je vais le développer sur d'autres plateformes, mais bon, j'attends déjà techniquement d'être assez au point, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà. Donc ce rendez-vous, hein, en plus des épisodes de Passion Immo, dont je vous rappelle qu'ils sont disponibles sur YouTube et également sur les principales plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Bon voilà, tous les grands classiques. Et ben je vous dis à très bientôt.